Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les semaines se suivent et sont toujours aussi merdiques, merdiques comme le temps, merdiques comme la vie, merdiques comme l'OGC Nice. Voilà, plein de raisons, plein de merde partout, full of shit everywhere pour les gens anglophones et qui ont, j'espère, un accent un peu moins merdique que le mien. C'est émission en roue libre, vous l'aurez compris aujourd'hui, parce que de toute façon le gym est aussi en roue libre sur le terrain. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on se discipline davantage ou qu'on essaie d'être plus performant. Voilà, c'est de la merde. Donc voilà, on va tenter de faire une émission merdique mais divertissante. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais puisque je parlais de roue libre, on a le plaisir d'en accueillir un de roue libre. Voilà, il enchaîne les drifts avec cette pluie-là. Et puis, qui dit drift dit peut-être dérapage pour notre cher ami Alric dans cette émission. Je sens que ce n'était pas loin. En tout cas, il était bouillant avant de venir. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, tu sais que je suis adepte du dérapage depuis quelques semaines et en plus, c'était pas prévu que je sois là, donc je vais en profiter un petit peu. Oui, bah, tu as bien raison. De toute façon, maintenant qu'on est là, autant d'essayer de rendre la thérapie plaisante et utile, puisque voilà. Après, on n'est peut-être pas masochiste, mais dans toute douleur, on peut essayer de retrouver une partie de plaisir. Bref, cette émission commence déjà très mal, un peu comme l'année 2024 de l'OGC Nice. On va quand même accueillir Jérémy également, qui a l'infortune d'être avec nous aujourd'hui. Salut Jérémy, bienvenue. On est désolé que tu sois là avec nous, mais bon, bah, c'est tombé sur toi cette semaine. Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, oui, en ce moment j'enchaîne les émissions, on a fait des bons matchs, donc c'est toujours un plaisir. Mais non, honnêtement, là je suis très très agacé par le match que j'ai vu cet après-midi. C'est un petit peu trop là pour moi. Bon, écoutez, j'ai l'habitude de dire que vous êtes un peu ma charnière centrale titulaire. Bah, j'espère que vous allez être moins daubé que notre charnière cet après-midi au stadium, parce que bah, on n'a pas souvent eu l'occasion d'en dire du mal, parce que on n'avait pas à se plaindre de leur performance. Là, je pense que ça risque d'un peu piquer cet après-midi, parce que d'un moment, faut pas déconner. Il y a quand même pas mal de comment a dit notre capitaine, on a grillé beaucoup de jokers. Ben On voilà, a grillé tous nos jokers, il a voilà, dit. bah, eux aussi, là, je pense qu'ils ont commencé à griller tous leurs jokers. Il va peut-être falloir se remettre un peu au travail et puis se remettre à faire quelque chose d'un peu sérieux sur le terrain. Donc, vous l'aurez compris, voilà, certes, l'émission est à chaud, donc on est forcément un peu plus piquant que si on l'avait enregistré le lendemain, mais à la fois, comme l'OGC Nice a balancé son match, on a très envie de balancer cette émission et puis de passer à autre chose et d'essayer de sauver notre dimanche pluvieux. Messieurs, commençons par le commencement. Le 11 de Francesco Farioli, une petite innovation, on va dire, avec la défense à 3, le retour de Pablo Rosario, du coup, à ce poste-là. Donc, Dante Todibo Rosario devant l'immense Marcin Bulka est peut-être l'unique satisfaction d'ailleurs de cet après-midi. Au poste de latéraux, Melvin Barr et Jordan Lotomba, un milieu fantomatique composé de Kefren Turam et de Hicham Boudaoui qui, je pense, ont joué à auquel des deux était le plus inutile, le plus nul. Spoiler, c'est Kefren Turam qui a encore gagné. Et devant, Jérémy Boga, Evan Guessant, bon, peut-être un deuxième niçois quand même, dont il y a du bien, on y reviendra, et Terem Mofi en pointe. Alors, sans plus de transition, tout comme le GC Nice, il n'y a plus de transition dans cette équipe de toute façon non plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce 11 ? On appelait, il me semble, de nos voeux dans les dernières émissions du changement était nécessaire, changement de système, petit changement dans les hommes, on va dire, avec le retour dans le 11 de Pablo Rosario, qui ne l'était que de manière épisodique ces dernières semaines, peut-être un peu aidé notamment par l'absence de Youssouf, même s'il ne nous avait pas gratifié de très bonnes performances. Par contre, quelque chose d'assez conservateur, une défense à 3, alors que tu joues... je vais pas dire que tu ne joues que Toulouse, ils nous ont laté, ils ont pris 9 points cette semaine sur les 3 derniers matchs, contrairement à nous, donc on va pas s'en moquer, mais tu n'as pas eu vraiment de grands chamboulements dans le 11, pas de Mohamed Ali Chaud, pas de Tom Louchet, et au final tu te retrouves un peu avec la même merde sur le terrain. Donc je sais pas ce que vous avez à retenir entre les choix, même s'il est forcément plus facile de dire après coup qu'il n'était pas bon, de Francesco Farioli, et il y en a eu des très mauvais choix, pareil, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Ou est-ce que pour vous, voilà, pas grand-chose à dire à la limite sur cette composition d'équipe ? Mais dans le 11, c'est pas inintéressant ce que tu vois. Tu vois du changement dans la tactique mise en place. Tu vois que Kefren Turam est replacé en numéro 8, donc tu te dis, ah, peut-être que... En fait, non, spoiler. Alors peut-être, mais non. Ouais, peut-être, il y a eu un moment de peut-être, mais en fait, non, spoiler. Mais le truc, c'est que on s'en fout à la limite de la tactique, et c'est l'animation
qui pose problème, c'est l'animation qui a posé problème globalement. Je vais pas développer tout de suite, mais je pense que c'est ce qu'ont proposé les joueurs qui était pas bon. Il y avait des positionnements sur le terrain que j'ai absolument pas compris, on reviendra, mais Boga, je sais pas s'il jouait sur la gauche ou s'il jouait sur la droite un petit peu ou s'il jouait numéro 10. À plusieurs moments, il y avait des trous béants au milieu de terrain, c'était horrible à voir. Donc moi, à la limite, la composition, je m'en fous, je fais confiance au coach au départ, il a envie de tenter des trucs, il tente. De toute façon, dans l'état dans lequel on est actuellement, Il fallait si on tente changer. rien, De toute façon, ouais, voilà, si on tente rien, il va rien se passer. Donc il a tenté un truc, ça a pas marché. Voilà, y a rien. Moi, je pense que c'est dans l'attitude surtout qu'il faut changer quelque chose drastiquement. Jérémy, Pas, sur pas sur beaucoup ce mieux. 11. Ouais, pas beaucoup mieux, hein, je suis d'accord. Hein, le 11, il y avait quelques petits changements, surtout avec ce changement peut-être d'animation. Au début du match, on n'était pas trop sûr, mais après, ça s'est vérifié avec Pablo Rosario en défense, d'ailleurs, qui a dû faire beaucoup de travail de couverture sur ce match-là. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose à dire. C'est à peu près toujours la même équipe, à peu près toujours le même 11, toujours les mêmes joueurs et toujours les mêmes problèmes. Donc, pas grand-chose, pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, c'est plutôt sur les changements où je vais avoir pas mal de choses à dire, encore une fois. On y Mais viendra. voilà, bon, je pense ouais, voilà, on va en discuter un peu plus de tout ça. Mais après, sur le 11 en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire. C'était peut-être bien d'essayer de changer un petit peu cette animation-là. J'ai trouvé que c'était cohérent, surtout en première mi-temps. On va revenir, je pense, là-dessus après. Mais voilà, sur le 11 en lui-même, pas grand-chose à dire. Pas grand chose à dire sur ce sapin de Noël. Hein. J'ai la page du site du gym ouvert. Donc on se posait la question, Alric, sur la véritable place de Jérémy Boga notamment. Si c'était dans l'axe ou à gauche, selon l'infographie officielle du club, voilà, hein, c'est un petit ticket à deux milieux offensifs, Jérémy Boga et Van Guessant, derrière le seul attaquant de pointe, Terem Moffi. Du coup, ça fait ce beau petit sapin de Noël. Et on a bien les boules d'ailleurs. Hein. Il ferait bien d'enguirlander les joueurs. Blague de Noël, super. Oh, On a déjà hâte d'être à la fin de tu la l'as tenu saison. jusqu'au bout, c'est magnifique. Tu Ah ouais, l'as non. tenu jusqu'au bout, celle-là. Ouais, j'ai failli ne pas l'assumer. Hein. Ça s'est entendu que j'ai hésité. Où est-ce que je vais avec cette blague, mais nulle part, un peu comme le GC Nice pour cette fin de saison. J'arrête, promis. Je suis en train de devenir une caricature de moi-même. Je n'aime pas du tout. Jérémy voulait qu'on parle de la première période où ça a été cohérent. Je pense que c'est le mot le plus positif qu'on peut tirer cet après-midi. On peut pas faire mieux, ouais. Voilà, c'est en première période, on était là, genre, mais ça ressemble à peu près à quelque chose. On a marqué sur un but châteux, un peu comme on faisait en début de saison. On va se rendre le match un peu plus facile, on va pas douter parce qu'on est mené au score. Peut-être, voilà, sur un malentendu, ça risque de passer. Et on y a cru quelque part sur cette première période, messieurs, ou bien on aurait déjà dû être un peu alerté en fait par la fin de première période où on a quand même bien serré les fesses. Et ce que j'essayais d'expliquer sur mon compte X à la mi-temps, c'est que même si c'était cohérent, globalement, j'ai pas l'impression en fait qu'on a vraiment mieux joué lors de cette première période que sur les dernières semaines. Je pense notamment au match face à Lyon et face à Monaco, parce qu'en réalité, j'ai l'impression que Toulouse a eu les occasions dès la première période de revenir. Hein. Je pense notamment à la frappe à l'entrée de la surface de Vincent Siro, qui ressemble quand même à peu près au but face à Lyon, et à d'autres buts qu'on s'est pris sur des balles qui traînent aux 20 mètres et sur lesquelles nos joueurs ne montent pas. Alors fort heureusement à ce moment-là, la frappe n'est pas cadrée. Je crois qu'il y a une ou deux autres situations chaudes dans la surface. Donc certes, Marcin Bulka n'a pas eu tout de suite à s'employer, mais en fait, tu as l'impression que on a eu un peu plus, on a châté un peu plus dans les deux surfaces. Terem Moffi qui marque, tant mieux pour lui, mais même lui, le type, il a pas envie de célébrer son propre but, quoi. Moi, il savait lui déjà comment ça allait se terminer, donc. Ouais, voilà. Peut-être que c'est ça. Il sait dans quelle merde il s'est collé en signant à l'OGC Nice. Bon, l'inverse est vrai aussi. On a mis 30 millions sur ce mec, hein, quand même. Je rappelle, pour qu'il marque du genou. Bon, très bien. Écoute, au moins lui, il marque. Hein, c'est sûr que voilà. On peut toujours me faire fermer ma grande gueule avec cet argument-là. En attendant, lui, il marque et c'est le seul. Oui, bon, c'est vrai, mais bon, c'est un peu inquiétant encore sur ce qu'il propose cet après-midi. On y reviendra également. Voilà, je sais pas sur le premier acte, parce que c'est la seule chose peut-être qu'on dira d'à peu près positive sur cette rencontre-là. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de bien à en tirer, un enseignement pour les prochaines rencontres et essayer de faire en sorte que ce soit sur 90 minutes? Ou est-ce qu'en fait, on a fait illusion une demi-heure et derrière, Toulouse nous a fait le même coup qu'ils ont fait à Lille précédemment, c'est-à-dire mal commencer la rencontre et après juste nous dérouler dessus? Je trouve qu'on a plutôt été, alors sans être
exceptionnellement bon, tout ça, tout ça. Je trouve que justement, comme je dis, c'était plutôt cohérent et assez sérieux en première période. Alors, c'est aussi biaisé par le fait qu'on est marqué assez tôt dans le match, mais je trouve que, voilà, à défaut d'être très très bon, l'équipe était quand même, me semblait concernée. Il y avait quand même du sérieux, un peu de mouvement, pas non plus trop, hein, il faut pas exagérer, mais il y en a quand même eu un peu. Donc voilà, enfin après on a eu un gros temps fort il me semble, juste avant le temps fort toulousain, avant la mi-temps. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir plus d'occasions et marquer un but à ce moment-là parce que je pense que ça aurait pu vraiment être bien pour nous. 2-0 à la mi-temps, au moins on aurait un peu moins tremblé en seconde mi-temps. Mais voilà, enfin après sans que l'équipe soit très très bonne en première mi-temps, je trouve que voilà, tout le monde était plutôt présent, était dans son match. Malgré quelques petites choses, je trouve que Dante justement a eu un peu de mal sur certaines actions. En attaque, j'ai quand même bien aimé le fait que Mofi Guessant mettait beaucoup de pressing devant, ça a plutôt bien fonctionné des fois. Par contre, c'est vrai que le positionnement, par contre, je comprenais plus rien à un moment donné. Boga revenait au milieu de terrain, on aurait dit qu'il était relayeur. Guessant, à un moment donné, jouait aussi dans l'axe, puis après il retourne à droite. Enfin, franchement, c'était un peu incompréhensible. Donc j'espère que les joueurs comprennent un peu plus ce qu'ils doivent faire sur le terrain parce que sinon c'est inquiétant. Spoiler, non. Mais voilà, comme le disait Elric, mon milieu de terrain, j'ai un peu un espoir. Je trouve que Boudaoui a pas été mauvais quand même. Surtout que bon, il a fait quand même la moitié du match. Il a été moyen, puis il voilà. a joué une demi-heure blessé. Hein, donc. Voilà, enfin j'ai trouvé quand même plutôt. Enfin, il était quand même présent, ça allait. Bon, Thuram n'a pas fait un super match. Enfin, c'était moins mauvais que les derniers matchs, on va dire, mais voilà, rien de plus à dire. Et voilà, enfin c'était une mi-temps cohérente. Je trouve que c'était bien de mener 1-0 à la mi-temps. J'y ai un peu cru parce que je me suis dit au moins on a retrouvé notre solidité et on a peut-être retrouvé un peu de réussite. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, après en seconde mi-temps, je laisse mon avis pour après. Je vais laisser Alric continuer. Alric, sur la première période, est-ce que tu es aussi optimiste que notre ami Jérémy, ou bien voilà, hein, on a commencé à suer des fesses un peu sur la fin de rencontre. On a cette blessure d'Hicham Boudaoui, bon, je pense qu'il ne conditionne pas la suite du match, mais nous met encore un peu plus en difficulté dans un secteur du jeu où depuis le début de l'année, on est vraiment en PLS. Et puis, voilà, on a l'impression qu'en fait, après, et ça nous emmènera sur la deuxième période, les rares choses qu'on a vues de cohérentes sur le premier acte, ça s'est quand même vite délité. La première mi-temps, elle est intéressante dans le sens où tu te crées des occasions nettes et tu marques assez tôt. Mais tu t'en crées toujours des occasions nettes. C'est bien ça. Non, tu te crées beaucoup de situations, mais jamais de grosses occasions type celle que Guessant a eu, par exemple, tu vois. Tu as raison, excuse-moi. Mais tu dois marquer. Tu dois marquer. Je comprends pas comment ça se fait que Guessant, il marque pas sur cette action-là. Alors on pourrait dire oui, mais le gardien fait un bel arrêt du pied. Oui, enfin, on peut aussi dire qu'il lui tire dessus. Hein. Je pense qu'il peut un peu plus croiser sa frappe. Maintenant, moi, je trouve pas que ce soit un énorme raté. Non, c'est pas un gros raté, mais tu te dis punaise, tu mènes 1-0, c'est l'occasion de leur rentrer dedans et de plier le match. Après, ce qui est frustrant en fait dans cette première mi-temps, c'est que tu sens qu'il y a de la place parce que tu sens qu'au milieu de terrain, il y a des espaces. On a réussi plusieurs fois à les percer un petit peu. Tu sens qu'il y a des espaces, mais à contrario, tu sens que nous, on n'est pas totalement serein. On concède beaucoup d'occasions. Il y a quand même, tu disais que Marcin Bulka n'avait pas fait grand-chose. Il a quand même un très gros arrêt en première mi-temps qui aurait pu nous coûter très cher. Il y a quelques situations où les mecs quand même rentrent trop facilement dans notre surface de réparation où tu sais que tu peux pas les toucher parce que sinon il y a penalty. Donc c'était un peu frustrant, mais je me suis dit bon, effectivement, un petit retour de la réussite. Pourquoi pas Je comprends pas pourquoi il n'y a pas carton rouge sur le Toulousain en fin de première mi-temps. Ah, moi, je suis d'accord avec la décision de l'arbitre pour une fois. Je trouve, c'est pas. Pour moi, c'est une annihilation volontaire d'une action qui part au but. Quoi, alors, Alric, on va être d'accord. Si la faute elle est dans l'autre sens, bien entendu que le Niçois prend rouge. Parce que faut pas déconner quand tu vois que Kefren Thuram il prend un jaune au bout de 1 minute 30. Déjà, bon, l'arbitrage n'est en rien responsable de la contre-performance de l'OGC. Ah non, pas du tout. Alors, ça, il faut le dire tout de suite. Non, l'arbitrage, non. Bien entendu, mais bon, très clairement, ça t'a conditionné. Un peu le tempo le mood du match et de la performance de l'arbitre sur la rencontre très clairement. Mais moi je trouve que voilà, il accroche Terem Moffi, d'accord, mais Terem Moffi il part avec un autre Toulousain qui est en face de lui et qui est à même de jouer le duel.
Moi, je trouve que, on aurait mis un rouge à un Niçois dans la même situation, j'aurais crié au scandale. Du coup, Ah oui, non, non, mais d'accord. Enfin, pour moi, il y a. Mais je suis d'accord avec toi, je comprends l'explication. Mais pour moi, il y a une annulation volontaire d'une action de jeu. Le mec hmm, part au but. On ne sait pas si le mec d'en face peut le rattraper. Peut-être qu'il se trouve complètement. On n'en sait rien, oui. puisque l'action a été terminée à ce moment-là. Donc ça aurait pu mériter autre chose qu'un carton jaune. Après, voilà, le gros point faible pour moi de cette première mi-temps, au-delà de notre manque d'efficacité, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même vu, je crois que c'est Sierro plusieurs fois au milieu de terrain, où il y a des boulevards, mais littéralement des boulevards, où les mecs progressent comme ils veulent. Et je me suis dit, on va s'en prendre un avant la mi-temps, et ce ne sera pas immérité. Bon, finalement, on a pris très vite en seconde mi-temps, mais il y a trop de boulevards dans cette équipe, il y a trop peu de rigueur défensive. Tout ce qu'on avait en première partie de saison, on est en train de tout perdre, même dans la solidité défensive. Donc oui, première mi-temps correct, mais c'est tout, quoi. Jérémy, sur l'action, Alric fait bien de la rappeler, hein, où Terem Moffi part quand même au moins en direction du but. C'est déjà ça, où il est rattrapé par l'épaule, par son vis-à-vis toulousain. Pour toi, le carton jaune, c'est mérité. Ça aurait mérité rouge. Plutôt carton jaune, ouais. Plutôt carton Non, jaune. plutôt carton jaune. De toute façon, entre la passe de Thuram et la conduite de balle de Mofi, je sais pas si ça serait allé au bout, donc. Mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, la passe, elle est pas bonne en plus. Mais bon, après, l'autre défenseur toulousain était au même niveau que Mofi, était en train de le rattraper aussi. Donc, pour moi, le jaune m'a pas surpris non plus. Donc ça va. Bon, on n'aurait pas été surpris de se prendre un rouge avec une situation inversée, ça par contre. Oui, Mais oui, oui. bon, Si ça C'est avait pas été dans surtout Todibo, si ça parce avait été que dans c'est. Todibo, ça aurait été oui. tarif habituel, carton rouge 3 matchs, Oui. Oui, oui, évidemment. parce qu'en plus, c'était le même arbitre qui l'avait expulsé au Havre. Donc, Eh tu sais, oui. il le connaissait maintenant. C'est Voilà, la famille. il est dans les petits papiers, c'est la famille exactement. Voilà, c'était plus ou moins ce qu'on avait à dire de positif sur cette rencontre-là. Bon, on aura l'occasion de redire du bien de Marcin Bulka probablement dans cette émission, parce je pense que ça va être la ligne éditoriale de l'émission pour la fin de saison. Ça va être essayer de se concentrer au maximum sur Marcin Bulka, parce que sur se concentrer sur le reste, c'est un peu compliqué. Peut-être quand même dire deux mots Evan sympas de Guessant, Evan ouais. Guessant. Voilà, je pense que Ouais. là-dessus on se rejoindra encore une fois, assez précieux. Ça fait un moment qu'on se dit que peut-être le voir sur le côté plutôt qu'un Gaëtan Laborde qui est éternellement en difficulté. En tout cas, même si ce n'est pas son poste préférentiel, Evan Guessant avait montré des choses positives, et notamment dès le mois d'août, hein, si je me souviens bien, le match face à Lille, il me semble, si je dis pas de bêtises, où il fait une bonne rentrée sur le côté, et quelques autres apparitions après plus tard. Et ben là, du coup, très clairement, c'est lui qui va provoquer le but chanceux de Mofi. Alors bon, pour pas être uniquement à tabasser Terem Mofi, même si ça viendra après, il a le mérite d'être présent dans la surface, de jouer l'action jusqu'au bout, et ça a été trop peu le cas de la part des attaquants, et tous joueurs confondus, Il est offensifs. jamais suivi. Voilà, on est rarement suivi, on propose rarement du surnombre dans la surface. Là, heureusement, il y a Terem Moffi qui du coup est bien placé, et ça lui permet, avec de la réussite, et c'est lui-même qui le dit, hein, un but chanceux, mais ça compte et on prend. Et je pense que lui, pour la tête aussi, il y a de quoi être preneur. Mais voilà, sur l'action, moi je retiens surtout la magnifique percée, le centre de Evan Guessant. Malheureusement, il marque pas son but sur l'action que Alric décrivait tout à l'heure, mais je trouve encore un match plein en fait de l'attaquant niçois. Et je pense que sur cette rencontre-là, il finit, on va dire, d'asseoir son statut de meilleur joueur offensif de l'OGC Nice depuis plusieurs semaines. Il y a guère que Jérémy Boga en version avant Coupe d'Afrique des Nations qui peut aller le chatouiller là-dessus, mais bon, ça commence à dater. Et là, très clairement, depuis le début de l'année 2024, s'il n'y a pas Evan Guessant, je pense qu'on est carrément dans le drame, déjà qu'on en est pas loin. Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dommage qu'il marque pas un peu plus de buts. On va dire que c'est le point un peu négatif de sa période actuelle, c'est que il aurait mérité de marquer plus de buts. Je pense qu'il manque encore un peu d'efficacité devant la cage. Maintenant, très clairement, c'est lui la rampe de lancement offensive. Et franchement, quand je vois qu'il part, il arrive à se retourner, il part en vitesse. Bon, après, il tricote un peu avec le ballon, hein. Moi, j'ai 2-3 trucs à dire à ce niveau-là. C'est qu'on a beaucoup de joueurs qui se prennent pour des Ronaldinho en puissance, mais qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre avec le ballon. Donc, il y a quand même pas mal de mauvais choix de sa part. Mais oui, effectivement, il propose des choses.
il va provoquer. Il lui manque un peu plus d'efficacité, c'est sûr. Et c'est dommage que quand lui arrive à faire des percées, il n'y a pas grand monde, pour pas dire personne, qui soit bien placé dans la surface de réparation, parce que il aurait mérité que plusieurs actions finissent au mieux en tout cas qu'une sortie de but ou un truc comme ça. Bon, ce qui est encore normal pour un jeune joueur, hein. On espère que ce sera, enfin, qu'il s'améliorera sur ce point-là dans les prochaines années. Mais bon, en attendant, dans une attaque qui est quand même fantomatique ces dernières semaines, pour ne pas dire depuis le début de la saison, il arrive à bien tirer son épingle du jeu. Jérémy, c'est peut-être la dernière chance qu'on a de dire un truc sympa dans cette émission, hein. Donc je m'en voudrais de te faire louper cette opportunité. Non, ouais, grosse progression pour Evan Guessant et c'est vraiment pour moi une des rares satisfactions individuelles pour l'instant cette saison. Je trouve qu'il a encore fait un très bon match. Bon, sur le but, hein, c'est clairement lui qui fait tout le travail. Et je sais pas, c'est un joueur qui au moins tente des choses. C'est lui qui plusieurs fois en seconde mi-temps a essayé de casser des lignes parce que justement, ma balle au pied, il sait ce qu'il fait. Il est puissant, il est quand même rapide, et puis il se pose pas de questions. Ça aussi, je l'ai dit plein de fois dans l'émission, et je vais en reparler quand on va aborder cette seconde mi-temps catastrophique. Mais on a au moins un joueur qui essaie de jouer, quoi, et qui arrête, qui va vers l'avant, tout simplement, qui va vers l'avant, qui essaie de jouer, qui va vers l'avant. Et de temps en temps, ça passe. Et oui, évidemment, ça peut passer. Hein. Le but du foot, c'est pas faire que des passes à Boulka, Dante et Todibo, hein, apparemment. Mais voilà, donc pour lui, c'est une bonne chose. Et non, je suis vraiment content de son match et c'est vrai que pour moi il y a 3 satisfactions dans ce match-là, c'est Boulka, Rosario et Guessant, c'est tout. Après, Melvin Barr qui fait voilà, une reste. bonne Oui, rencontre. bon, il a fait son match, voilà. Mais bon, Ouais, sans- il peut pas s'empêcher de le placer, donc forcément il va le dire maintenant. Ouais. Mais Mais de toute façon, d'ailleurs, on y reviendra pour les changements, il est sorti, Oui. je vois pas l'intérêt. Alors peut-être qu'il était fatigué, j'en sais rien, mais c'est d'accord, il est sorti, je vois pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, Evan Guessant, ouais, très bonne saison et je trouve que c'est bien au moins d'avoir des satisfactions individuelles cette saison parce qu'on en a vraiment, vraiment très très peu. Allez, c'est parti. On sort les bastos, on sort les objets tranchants. On sait pas si c'est pour les joueurs ou si c'est pour nous-mêmes, hein, mais en tout cas, ça sera forcément utile. D'ailleurs, petit point sur le classement. Hein, l'OGC Nice a glissé à la 5e place avec cette défaite. Marseille est revenu à 4 points. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette... Marseille a torché Clermont 5-1 à l'extérieur, je tiens à le rappeler. Voilà. Nous, on n'a pas réussi à leur marquer un seul but. C'est révélateur de cette seconde partie de saison. Désolé, je t'ai coupé. Avec un entraîneur qui a 3 fois l'âge du nôtre, hein, au passage d'ailleurs. C'est ça. Mais bon, bref. Passons, on ne fait pas d'agisme chez nous. Donc 5e place, voilà, qui a glissé du podium, qui est encore dans les places européennes, mais plus si loin que ça, hein, parce que 7e et 8e, on retrouve Lens et Rennes qui jouent. Là, peut-être qu'il y aura déjà les résultats au moment où vous écouterez cette émission, mais qui pourraient aussi se rapprocher. Donc on est vraiment pas très très loin, hein, de se casser la gueule de ces places qualificatives pour la Coupe d'Europe, y compris pour les fausses Coupes d'Europe d'après Alric, hein, parce que là on en est à se dire que peut-être même la conférence. Ah mais là c'est la coupe en chocolat, hein, et Voilà. que personne vienne me casser les couilles par rapport à ça. Hein. On n'a Bon, pas le écoute. niveau pour une Coupe d'Europe quelle qu'elle soit. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, non. Après, voilà, il reste une dizaine de matchs. On a encore largement le temps, parce que si on regarde derrière, on peut aussi se dire qu'on est jamais qu'à 2 points de Monaco, qui est 3e aujourd'hui sur le podium. Alors, avec la dynamique et le niveau affiché sur le terrain, on a l'impression d'en être beaucoup plus loin, mais bon, si on essaye de rester Et la objectif... différence de but aussi, punaise. Voilà, la différence de but, on est à plus 6. Très bien. Alors, ça y est, maintenant qu'on s'est mis dans une bonne ambiance de merde dans cette émission et avec ce club depuis le début de l'année. Voilà, blague à part, cette deuxième période où en fait, rapidement, dès la non-rentrée des vestiaires de la part des joueurs de l'OGC Nice, il n'y a pas franchement eu photo. Rapidement, l'OGC Nice s'est montré en difficulté, a dû compter sur un Marcin Bulka, encore une fois héroïque, pour que l'échéance soit repoussée. Et puis patatras, il y a ce double changement, Gaëtan Laborde qui rentre pour Terem Moffi et Romain Perrault pour Melvin Barr. Et puis, voilà. De toute façon, je vais commencer moi en disant un truc, c'est que j'ai une meilleure conduite de balle que Terem Moffi. Quand je le vois partir en début de seconde mi-temps avec une espèce de conduite de balle dégueulasse pour aller essayer d'aller marquer un but où tout le monde se marche dessus, c'est absolument immonde. Quand il est seul dans la surface, il s'empale sur le défenseur devant lui. Sérieux, j'ai une meilleure conduite de balle que lui. C'est horrible de regarder ce joueur avec le ballon dans les pieds. En fait, s'il n'a pas des boulevards aussi grands que Gambetta ou j'en sais rien, sans piéton, sans rien, il sait rien faire avec le ballon. Donc j'ai commencé à me dire, tiens,
il y a la possibilité qu'il se passe un truc. Et puis à l'heure de jeu, j'ai vite compris que ça allait être compliqué, mais je me suis dit, bon, 30 minutes d'attaque-défense façon équipe qui joue le maintien, ça va être compliqué. Ça n'a pas loupé. On est totalement à la rue sur le premier but toulousain. On est totalement à la rue sur le deuxième but toulousain. Marcin Bulka a de la touche, mais il ne peut pas faire grand chose. Et puis, on y reviendra après, mais je vais ouvrir le débat. Les changements de Farioli. Bon, sortir Terem Moffi, je m'en fous. Il n'a pas apporté grand-chose, pourquoi pas. Mais sortir Melvin Barr, pour quelle raison? Alors c'est le débat tout de suite, les changements, parce que comme je le disais, en quelques minutes après les changements, il y a tout qui, voilà, il y a tout que patatras qui s'écroule. Je pense qu'on aura du mal à dire que c'est une coïncidence. Alors bon, Terem Moffi, heureusement buteur, heureusement qu'il est là cette saison. Ça reste le meilleur buteur de l'OGC Nice, même si je vais pas mentir, je partage pas non plus une méga admiration pour un joueur qui nous a coûté 30 millions d'euros et qui n'a l'air de savoir jouer qu'en profondeur de toute façon. Et encore. Les rares fois où il a été lancé sur ce match-là, je pense que Alexis Bossetti le prend à la course. Donc c'est compliqué en fait. Avec cette petite dégaine de poulet là. Ouais, s'il arrive pas, si tu pars pas à la limite du hors-jeu et que tu as un duel à jouer mais que tu n'arrives pas à le gagner, c'est assez étonnant et on a du mal à comprendre que ce mec soit responsable que grâce à lui on ait fait deux des plus beaux matchs à Monaco puis à Paris, et quand on voit ça, le choc est quand même rude. Bon, Gaëtan Laborde n'a pas franchement apporté quelque chose en le remplaçant, pour être tout à fait honnête. On peut se concentrer sur la question éventuellement de Melvin Barr remplacé par Romain Perrault. Alors bon, l'idée c'est pas de tomber sur Romain Perrault qui est certes né à Toulouse mais quand même formé chez nous. Oh, c'est moche de rappeler ça comme ça. C'est une drôle de coïncidence également. Non, il n'y a pas de complot évidemment, et j'espère que sa famille n'était pas en tribune, surtout pour lui. Mais voilà, ce changement, donc nécessité de faire tourner, volonté de donner du temps de jeu à Romain Perrault, sachant que est-ce que c'était vraiment le meilleur moment de lancer un joueur qui a quand même peu de temps de jeu au moment où tu es quand même déjà un peu sur le reculoir et où t'as peut-être davantage besoin de sécuriser un résultat et de te dire de réenclencher une dynamique un peu plus positive avant de t'amuser à faire des expériences. Romain Perrault, ça va, on sait que ça reste à son poste de prédilection, mais on l'a tellement peu vu que t'enlever une de tes valeurs sûres, est-ce que c'était vraiment la meilleure décision? Bon, après coup, c'est facile de dire non, mais si on essaye de comprendre la logique derrière ce mouvement-là. Pour moi, non, mais je vais laisser Jérémy répondre. Non, sur les changements en eux-mêmes, après, je parlais un petit peu de la seconde mi-temps dans l'ensemble, mais sur les changements, alors en fait, pour moi, là, ces deux changements-là, ce sont des changements poste pour poste, donc ça aurait pas dû déranger l'équipe comme ça a été le cas. Non, moi je vois absolument pas l'intérêt, mais que ce soit la sortie de Melvin, mais aussi celle de Terem Moffi, parce que bon, ok, Terem Moffi faisait pas un grand match, mais déjà pourquoi le sortir? Par son pressing, il était quand même plutôt intéressant, j'ai trouvé quelquefois. Après, dans la surface, on sait qu'il apporte quand même de la présence. Donc voilà, aussitôt dans le match, alors qu'on mène au score, je vois pas pourquoi changer des joueurs là dans l'équipe, et notamment, notamment Melvin Barr qui faisait son match et qui défensivement apporte quand même beaucoup de garanties en cette saison. Donc, ou alors peut-être qu'il était fatigué, je sais pas. Tu sors le mec qui est strappé peut-être en premier, au hasard, si t'as besoin de faire un changement. Oui, voilà, Hicham Boudaoui qui a passé le match, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a passé une grande partie du match avec un gros strap sur le genou. Bon, ils ont dû voir à la mi-temps que ça devait aller, mais bon, ok. Après, voilà, ces deux changements-là, honnêtement, je les comprends pas trop. C'est peut-être qu'ils étaient fatigués, mais bon, je veux dire, encore une fois, on va pas revenir à ce débat-là, mais on a qu'un match par semaine, donc j'espère qu'il n'y a pas non plus une fatigue énorme, en plus, vu l'intensité de nos matchs. Donc voilà. Après, juste pour dire quelques mots sur la seconde mi-temps. Aussi, moi, ce qui m'inquiète et en fait, qui me fait dire aussi que j'en ai vraiment marre de voir ce genre de match-là, c'est qu'à chaque fois qu'on est en difficulté, ou alors à chaque fois qu'il y a un changement de rythme dans un match, on craque complètement. La lumière s'éteint. Ça a été le cas, voilà. À chaque fois, je veux dire, c'est cette équipe, dès qu'elle joue pas à 2 à l'heure et qu'elle n'a pas le contrôle de la possession, et si en face, il n'y a pas une énorme intensité, elle sait plus quoi faire. Donc je veux dire, à un moment donné, il va quand même peut-être falloir essayer de changer quelque chose, et surtout de changer une dynamique, la motivation. Mais tu changeras rien, là, pas 10 minutes de la fin. Désolé, tu changeras rien. Ouais, mais je veux dire, il y a aucune culture de la gagne dans ce club. C'est vraiment affolant. Tous les matchs comme ça, on se fait marcher dessus. Donc à un moment donné, il faudra aussi changer ça.
Mais je veux dire, à chaque fois, on subissait un petit peu en seconde mi-temps, mais bon, le but, clairement, on donne. Après, le deuxième, on craque complètement. Et à aucun moment, je nous ai senti capable de revenir au moins à 2-2. On n'a jamais eu une révolte. Alors peut-être dans les 5 dernières minutes, dans le temps additionnel, on a essayé de revenir, mais alors on a vraiment essayé de faire 2-3 centres pour dire qu'on a essayé de revenir. Mais il n'y avait rien. Il n'y a aucun caractère. Il n'y a pas d'envie. Alors ils vont me dire oui, on avait envie de gagner, tout ça, tout ça. Non, non. Je veux dire, dès qu'il y a un petit coup dur, dès qu'il y a un problème, l'équipe craque complètement à chaque fois. Et ça, on l'a vu au Havre, on l'a vu sur plein d'autres matchs, à Rennes aussi. À chaque fois, elle ne sait pas réagir. L'équipe ne sait pas réagir. Et bon, en première partie de saison, on arrivait à mener au score et à ne pas se faire reprendre. Et là, du coup, à chaque fois qu'on est mené ou à chaque fois qu'on se reprend, on ne sait pas réagir. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Rappelons la stat qui est effrayante. L'OGC Nice, seule équipe des 5 grands championnats à n'avoir pris aucun point après avoir été mené au score. Quand même. Et j'en ai une autre. On est 14e depuis la défaite à Nantes. Bon, bah voilà. Donc le rythme de relégable, de toute façon, 11 points en 11 matchs. Voilà, vous savez a priori faire ce. Même moi, C'est j'arrive à Prime qui faire. en a parlé, ouais. Même moi, j'arrive à faire cette opération-là. Vous voyez bien que le rythme est quand même catastrophique et inquiétant. On prend pas de plaisir à défoncer l'équipe, les joueurs, tout ça. Mais bon, là, on n'est pas juste sur un mauvais match. On n'est pas en train d'oublier ce qui s'est passé au début de la saison, tout ça. C'est juste que là, on est Ah non, c'est eux qui sont en train de l'oublier, en fait. on est quand même sur une série de 11 matchs. Bientôt, ça représente la moitié de notre saison, en fait, quoi. Donc là, on est quand même sur une série plus que significative, il me semble. Et c'est toujours catastrophique. Et je voudrais rebondir sur ce que dit Jérémy, parce que je suis pas sûr qu'on soit encore en état de parler vraiment football et d'essayer de décortiquer ce qu'on a vu. Parce qu'on n'a pas vu grand-chose, et malheureusement pas grand-chose de différent de ce qu'on a vu ces dernières semaines, encore une fois. Mais au niveau de l'état d'esprit, autant on a pu dire que c'était à peu près cohérent sur la première demi-heure. Allez, je veux bien aller jusqu'à la première période. Par contre, en fait... Jérémy qui espère que ça va changer, qu'on va avoir une réaction dans les prochains matchs. Mais vous avez vu les réactions d'après-match de Todibo et de Dante. Voilà, c'est il faut qu'on fasse un meilleur match vendredi. On a grillé tous nos jokers. Je veux dire, oui, bon, ça fait un moment. Et puis là, on n'en est pas parlé de joker, quoi. On coule franchement au championnat, même si encore rien n'est joué en étant à 2 points du podium, bien entendu. Mais la dynamique est affolante. Et Todibo qui dit que le contenu est bon et qu'on perd sur 2 erreurs. Ouais, bon, il y en a eu un peu plus que 2, il me semble, quand même. Et puis, comme si ce n'était pas grave de faire 2 erreurs flagrantes au point de laisser les mecs jouer tout seuls dans notre surface. Mais... Et puis, il y a un problème d'attitude plus globalement. Enfin, je l'ai tweeté, mais je vais le redire parce que j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Mais punaise, quand eux, les Toulousains, ils sont en phase de possession haute sur le terrain, ils lèvent les yeux, ils font une passe vers l'avant. Nous, et j'ai une action tout à fait particulière en tête. Il y a une longue balle je crois que c'est Dante, qui envoie le ballon sur Romain Perrault en seconde mi-temps, donc, dans la moitié de terrain toulousaine. Romain Perrault contrôle le ballon. Tu te dis, allez, va sur ton côté, va provoquer, laisse le bloc monter et on va faire une action. Non, il prend et contrôle le ballon, il lève la tête, parce qu'il y a un zoom sur lui qui est fait à ce moment-là, il passe la balle en arrière. Et ça, c'est une différence d'attitude globale qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quelle défaite qu'on subira cette saison donnera envie de les lâcher en cours de route, parce que c'est insupportable de voir une attitude comme ça où la premier réflexe que tu vas avoir, c'est faire une passe à ton capitaine qui est au milieu de terrain, quoi. Ouais, je comprends pas. Capitaine... Le but, il est devant toi, pas derrière toi, quoi. Capitaine qui se retrouve au milieu de terrain, Jean-Claire Todibo qui a décidé qu'il pouvait aussi remonter 50 mètres balle au pied. C'est peut-être qu'il y a un petit souci au milieu de terrain, justement, si mais il n'y a personne au milieu de terrain. Voilà, tes 2 défenseurs centraux ne peuvent pas s'appuyer sur ce secteur-là de jeu et sont obligés de remonter les ballons, eux, quitte à s'exposer et après à laisser un peu Hicham Boudaoui et Pablo Rosario couvrir les contre-attaques et essayer de défendre comme ils le peuvent. Donc bon, le milieu de terrain, on en a longuement parlé. C'est peut-être compliqué en l'absence de Morgan Sanson, notamment, qui essaie de tenir un peu le ballon. C'est tout simplement compliqué quand on voit le niveau des milieux de terrain et tous, on parlait de Kefren Turam et d'Hicham Boudaoui. Alexis Claude Maurice fait une entrée qui n'est pas nécessairement dégueulasse, qui est une frappe assez lourde en fin de rencontre, mais c'est quand même trop peu. Après, Tom Louchet qui rentre dans un poste un peu bâtard sur le côté droit et qui, malgré tout, lui, essaye d'apporter au moins quelque chose vers l'avant et
et de la présence dans la surface avec moins de réussite qu'au Havre, par exemple, malheureusement. Mais on a l'impression, en fait, que c'est systématiquement trop peu, qu'il y a des secteurs de jeu entiers où c'est d'un niveau insuffisant pour espérer quoi que ce soit, et qu'en fait, si tu ne t'en remets pas aujourd'hui à une chatasse absolue pour marquer, et ben encore une fois, tu peux jouer très très longtemps sans être capable de tuer ton match. Et puis la preuve, tu ne l'as encore pas fait au final, et j'ai même pas envie de blâmer que les attaquants. Alors oui, Evan Guessant peut faire mieux, Terem Moffi peut faire beaucoup mieux. On espère que Jérémy Boga va revenir petit à petit à son niveau d'avant trêve hivernale, mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, tu fais rentrer Mohamed Ali Chaud, voilà, qui malheureusement n'arrive pas à reprendre ce centre-là, alors qu'il a la balle du 2 partout au bout de la tête. Gaëtan Laborde qui a été invisible, je crois une belle percée dans la surface, mais c'est systématiquement trop peu, en fait, et dans tous les compartiments du jeu, à part peut-être Marcin Bulka. Et je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression que c'est en passe de s'inverser très prochainement. Et à moins d'un très gros changement dans le 11 et de donner leur chance à des joueurs qu'on voit moins. Et ouais, je repense encore une fois à Tom Louchet par exemple, mais pas que. Hein. Est-ce que c'est pas le moment de sortir du bois le petit Mendy aussi? Bon, Aliou Baldé, n'en parlons même pas. Hein, mais là, je pense qu'il y a un vrai besoin de 109. Et si c'est pas le système tactique, si c'est pas les joueurs. Je pense que la saison risque de se terminer dans cette espèce de rythme. On aura peut-être le plaisir de regagner un match quand même d'ici la fin de la saison, mais en tout cas sur un rythme de points qui ne nous permettra pas d'accrocher une place européenne. Mais le truc, c'est que oui, il y a besoin de changement. Oui, il y a besoin d'un truc radical qui essaie de remettre les têtes à l'endroit. Mais je crois que là, on se rend compte aussi de l'inexpérience du coach Farioli. Parce que d'après ce que j'ai entendu en première mi-temps, lorsque on voit Hicham Boudaoui se blesser, on entend l'homme de terrain qui dit Antoine Mendy est parti s'échauffer. Quand il a dit ça, j'ai dit pardon, on va faire rentrer un défenseur à la place d'un numéro 8. C'est donc ça le plan tactique du coach là? Ça permettait peut-être que tu refaisais monter Pablo Rosario, du coup. Bon, ce qui était pas... Ouais, enfin, j'avais du mal à imaginer... ce qui n'était pas très offensif pour autant, mais bon. Antoine Mendy prendre le rôle de Rosario, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait voulu dire qu'en fait, Antoine Mendy allait rester avec les deux autres dans l'axe et ne pas monter. Et en fait, on allait être encore plus défensif que ce qu'on était. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais notre bloc était trop bas. Beaucoup trop bas, il n'y avait pas beaucoup de pressing, on était à 2-3 pour faire des pressings, alors qu'en début de saison, on était plutôt à 5-6 faire des pressings, c'était un pressing global, constant, de toute la moitié de terrain. Là, on est 2-3, et encore, ils osent pas trop parce qu'ils se disent qu'ils vont prendre un contre ou un truc comme ça. Donc il y a un gros problème d'attitude dans lequel je crois pas que Francesco Farioli soit capable de les remobiliser parce qu'en fait, il manque d'expérience à ce niveau-là, lui aussi. Jérémy, sur la responsabilité du coach, on parlait des changements tout à l'heure, mais là, très clairement, après un début de saison quasi parfait, c'est aussi de son ressort aujourd'hui de trouver les ressorts, que ce soit au sein de son effectif ou les ressorts mentaux peut-être, ou je ne sais quoi, pour inverser la tendance. Et là, on a l'impression en réalité, on a même du mal à comprendre ce qu'il fait et ce qu'il veut proposer. C'est peut-être ça le plus grave, c'est que ça ne fonctionne pas à la limite. Personne n'est parfait et ça peut arriver à tout le monde de perdre des matchs. Hein, c'est ce que dit avec un grand sourire Dante encore aujourd'hui. Bon, bref, passons. Mais là, qu'est-ce qui reste à Francesco Farioli en fait comme ressort pour espérer que la fin de saison ne vire pas au cauchemar? Alors, il a certes certaines responsabilités, comme j'ai dit notamment dans les changements, et ça fait quelques matchs que je le dis. Après, je pense pas, enfin, j'ai pas envie de tout lui mettre sur le dos. Je pense qu'à un moment donné aussi. C'est pas ce qu'on fait, mais en attendant, c'est à lui de trouver une solution parce qu'on n'attend pas ce qu'elle vienne du terrain, bizarrement. Oui, enfin, c'est aussi aux joueurs à un moment donné d'être qui sont sur le terrain, de pas trembler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas et de complètement perdre pied comme on a perdu pied pendant les 5-10 minutes en seconde mi-temps où ok tu peux avoir des moments difficiles mais encaisser 2 buts c'est pas acceptable.
Donc oui, certes, Francesco Farelli doit trouver des solutions, doit trouver des ressorts, que ce soit sur le terrain, dans le management tous les jours à l'entraînement, ok. Après, voilà, je trouve que ça fait plusieurs saisons qu'on a quand même des joueurs qui sont là depuis longtemps. On a quand même une ossature d'équipe qui est là depuis quelques années. On voit toujours les mêmes choses, toujours les mêmes problèmes. Donc je suis désolé, on peut changer d'entraîneur, on peut changer quelques joueurs. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la culture de la gagne aussi. On a un vrai problème à ce niveau-là et il faut vraiment qu'on évolue parce que sinon on n'arrivera jamais à faire plus que ce qu'on fait là. C'est-à-dire que des fois on fait des bonnes demi-saisons comme il y a 2 ans et après on s'écroule totalement. Donc, Ou l'inverse, moi, ça comme l'année m'agace. dernière, où on fait Voilà. plutôt une bonne phase Voilà, retour. oui, encore, oui, on a fait une série de bons Un bon matchs, mais à un quart moment de donné, saison. c'était compliqué aussi. Voilà, on a fait un quart de saison. De toute façon, on n'arrive pas à faire une saison complète. Va savoir pourquoi. Mais voilà, enfin, je trouve que le problème est plus global. Après, oui, certes, Francesco Farley a des torts et surtout dans les changements, je trouve que ça va pas. Mais justement, en début de match, quand on marque le but sur Amazon, il disait très bien que bah, lui, il n'était pas content. Et il disait aux joueurs quoi faire parce qu'il n'était pas content du début de match non plus. Donc ça veut dire que bah, ce qu'il voit sur le terrain, heureusement, ça ne lui plaît pas non plus. Hein, le contraire, quand même, me ferait peur. Mais voilà, je pense qu'aussi, il faut que les joueurs, à un moment donné, comme ils l'ont commencé à faire au début de match, où c'était quand même plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, sérieux, cohérent. Mais c'est bien d'avoir de la tactique, c'est bien d'avoir la technique, mais il faut du mental. C'est du sport, il faut du mental. Donc à un moment, faut arrêter tous les matchs à l'extérieur que j'ai en tête depuis le début de l'année et un peu avant. On se fait tout le temps marcher dessus, quoi. J'ai l'impression qu'on se fait tout le temps marcher dessus dans l'intensité, dans l'engagement, dans les duels, et là, moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Bon, alors que Strasbourg de Patrick Vieira vient d'ouvrir le score et revient à 12 points de l'OGC Nice. Voilà, non, c'était juste pour Oh, que ça normal. fasse un peu peur. Non, quand même. Pitié, épargnez-nous au moins ça cette saison. Je vous en prie de pas finir derrière Patrick Vieira. C'est tout ce que je vous. Mes ambitions sont réduites à ça maintenant, grâce à ce match qu'on a vu cet après-midi. Mais effectivement, voilà, l'idée ce n'est pas ni de dire qu'il faut virer Francesco Farioli. On aimerait quand même bien avoir un peu de stabilité sur le banc de l'OGC Nice, qui en a quand même beaucoup manqué ces 4 ou 5 dernières saisons. L'idée ce n'est pas non plus de dire que c'est aux joueurs uniquement de trouver la solution, mais probablement un mélange des deux. Et là, c'est vrai qu'on commence avec cette série de 11 matchs que l'on citait tout à l'heure à se dire, là c'est... voilà, c'est un peu inquiétant et on espère que sur la dizaine de matchs qui restent, on va pouvoir quand même inverser la tendance. Sinon, on risque de connaître une fin de saison aussi longue qu'on a pu la connaître l'année dernière, voire même plus longue après l'élimination face au FC Bâle. Écoutez, messieurs, moi je vous propose qu'on termine un peu sur cette rencontre. On n'a peut-être pas envie de faire une grande émission non plus d'une heure, parce que je pense que déjà... on s'impose les matchs de l'OGC Nice, on s'impose une certaine discipline pour parler de ces matchs et pour un peu débriefer avec vous. Et puis c'est un peu notre catharsis, hein, c'est l'émission thérapie comme on le dit pour rire, mais en fait les semaines avancent et de plus en plus ça y ressemble, parce que si on n'en parle pas et qu'on baronne dans notre coin, ça va commencer à être dur, hein. Voilà, Alric, hein, tu le disais, là pas qu'on s'apprête à lâcher notre club bien évidemment, mais là on commence à en avoir marre et plus franchement y croire et de se dire qu'on n'a vraiment jamais de raison d'être heureux et d'espérer avec cette équipe. On espère qu'elle nous fera mentir. Mais là, Je suis on pas loin de est. tomber dans la sinistrose, par contre, moi, hein, Ouais, bon, personnellement. là, on est à chaud pour l'instant, mais Ouais, attendons de ouais, voir. non, c'est vrai, mais, Attendons de voir mais sur les prochaines rencontres. On le rappelle, hein, le calendrier. L'OGC Nice va recevoir Montpellier vendredi. Du coup, Montpellier 15e de Ligue 1 pour Astor-C, donc un adversaire a priori à notre portée, même si bon, ça ne veut rien dire avec l'OGC Nice. Un déplacement à Lens, réception de Nantes, donc voilà, des matchs quand même et importants puis un à petit match venir. au parc aussi qui se profile, donc on va se faire ouvrir en 8, faut le Le savoir. match en coupe qui pourrait peut-être donner un peu d'air à la fin de saison du gym, même si on n'y croit Ah. pas trop. Avant de clôturer, peut-être un dernier mot sur cette. Allez, j'ai même pas envie de dire sur cette rencontre parce que voilà, je vous ai annoncé le ton en début d'émission. J'ai pas envie de faire une émission qualitative. J'ai pas envie de perdre davantage mon temps pour visiblement une équipe et un club qui n'en a pas franchement grand chose à foutre. Alors la fin de saison, on va l'assurer et puis de toute façon on sera présent au stade et on continuera à supporter l'équipe qu'on a supportée
dans des situations bien pires que celles que l'on connaît aujourd'hui, mais bon, sur l'investissement mis par les joueurs, les réactions qu'on voit après match, tout ça, voilà, on peut tout simplement ne pas adhérer, et puis on se garde le droit nous aussi de raconter n'importe quoi et de bâcler nos prestations. S'il y avait un message à faire passer, un cri d'alerte, un cri du cœur, messieurs, pour se dire que ok, là il y en a marre, mais nous, tant qu'on est encore là, on compte sur vous pour défendre avec le même honneur, la même passion, le maillot que vous l'avez fait sur la fin d'année 2023. Je sais pas si. Moi, ouais, j'ai quelque chose à dire et je l'ai tweeté, ne pensant pas faire l'émission aujourd'hui. Je l'ai tweeté sur mon compte X. Alors, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas lâcher, que c'est les moments difficiles pendant lesquels il faut supporter, être à fond derrière l'équipe. Mais en attendant, nous, on prend du temps pour faire les émissions parce qu'on aime ça, aussi parce qu'on s'est engagé à le faire. Il y a des opérations supporters qui sont montées pour qu'on essaie de remplir ce putain de stade qui est sur la moitié creux 3 fois sur 4. Et en attendant, alors c'est pas le fait qu'on perde les matchs qui m'énerve, parce que tout le monde peut perdre des matchs, tout le monde peut avoir un moment de creux, mais c'est l'attitude globale des joueurs sur le terrain qui me donne envie de dire aujourd'hui à chaud. Alors c'est pour ça que peut-être demain je penserai différemment, mais à chaud là, qui me donne envie de me dire mais pourquoi on continue à se faire chier en fait? Pourquoi on continue de donner autant de temps et autant d'énergie à des joueurs qui finalement ne nous le rendent pas? Je demande pas à ce qu'on gagne tous les matchs, je demande juste que quand on perde avec les armes à la main et pas avec une impression de je m'en foutisme, en se disant de toute façon, si je parle d'autocritique, si je parle de bien travailler la semaine prochaine et de faire un bon match, on a rempli le bingo et ils seront s'en satisfaire. Bah non, personnellement, je m'en satisfais pas. J'en ai marre qu'il y ait personne qui tape du poing sur la table. Alors on va me dire oui, mais en interne, les choses, c'est pas parce que vous les voyez pas qu'elles sont pas faites. Dixit, c'est ce qu'avait dit Virginie Rossetti à Gin Tonic il y a quelques semaines. Ok, sauf que moi j'aimerais bien que ça se voit aussi sur le terrain. Ouais, puis si elles sont faites, voilà le résultat, hein, donc bon, c'est encore autre voilà, chose, en plus. Non, mais parce que globalement, aujourd'hui, ce qu'on a vu dans l'attitude globale, c'est insuffisant. Et aujourd'hui, alors je répète encore une fois, c'est à chaud et j'aurai toute la semaine pour y penser. J'ai prévu d'aller au stade vendredi, mais c'est pas dit que dans la semaine je change d'avis. Parce qu'en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est compliqué. Et parfois, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose qui me rende heureux. Aujourd'hui, le GC Nice me rend pas heureux. Parce que ce qu'il propose ne me convient pas du tout. Voilà. Jérémy? Ouais, bon, d'accord avec ce qu'a dit Edric, hein, surtout la dernière phrase, ou même quand on gagnait en début de saison, c'était pas fameux. Comme vous avez pu le comprendre dans l'émission, moi le problème là c'est que aussi j'en ai un peu marre, et vous le savez, on en a pas mal parlé ces derniers temps aussi, que moi le foot m'intéresse un peu moins ces derniers temps. Le GC Nice m'a quand même énormément déçu ces dernières saisons, notamment la saison dernière, on va pas revenir dessus, mais avec l'élimination contre Bâle et tout ça. On peut Cette revenir saison, sur la j'ai un Coupe peu de France d'espoir, la saison mais d'avant, voilà. hein, d'ailleurs aussi. Non, ça va aller. Voilà. Mais non, je suis tout le temps très déçu, donc au bout d'un moment, je commence un peu à en avoir marre. Donc bien sûr, je reste supporter et je suivrai toujours le club, mais je pense qu'il y a des moments aussi où comme aujourd'hui, moi personnellement, j'en ai eu marre, et franchement, cette défaite m'agace profondément et m'agace énormément. Comme je l'avais dit, contre Monaco, on a perdu, mais au moins on avait perdu avec la manière, entre guillemets. Enfin, on avait vraiment tout donné, les joueurs avaient eu un très bon état d'esprit, avaient répondu présent, et je trouve qu'il y avait vraiment une envie d'essayer de réagir. Là, comme je dis, il n'y a pas de... je ne nous ai jamais senti dans la capacité de rebondir et au moins d'aller égaliser. Alors oui, certes, il y a cette, on va dire, occasion où Mohamed Ali Chaud peut la reprendre de la tête, mais bon, c'est sur un centre, encore une fois, qui arrive, on sait pas trop comment. Voilà. On n'est pas du tout il n'y a pas vraiment de construction. Il y a juste un plan de départ, j'ai l'impression, et en fait, quand ce plan de départ est changé, on est dans l'incapacité de réagir et de s'adapter, donc c'est super inquiétant. Donc voilà, moi je suis très très agacé aujourd'hui par ces dernières semaines. Certes, oui, si on m'avait dit que là le 3 mars on serait 5ème de Ligue 1, oui, ok, j'aurais dit c'est super, mais ce sur quoi on donne notre avis, c'est surtout le contenu et ce qu'on voit sur le terrain. Alors oui, 5ème, c'est pas si mal, évidemment, c'est très bien, hein, j'ai aussi connu le maintien et toutes ces années de galère là. Souvenez-vous d'où l'on vient. Je sors ma carte Jean-Pierre River. Souviens-toi d'où l'on vient. Allez. Mais voilà, moi c'est plus le comportement, comme l'a dit Eric. Et comportement, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il n'y a pas cette
il n'y a pas cette envie d'aller gagner vraiment. De se faire Toute mal. Il n'y a pas cette envie de se faire voilà, mal. il n'y a pas de dépassement de fonction, il n'y a pas de. Tout est très lent, tout est très cadré, il n'y a pas de prise de risque. À regarder, c'est vraiment. À part quelques matchs, honnêtement, je pense que j'ai vu. Il y a eu hors 2-3 matchs dans la saison où j'ai pris du plaisir, quoi. Franchement, même les autres fois, on a gagné les victoires contre Toulouse à l'aller, contre Metz, tout ça. Enfin, franchement, c'était. Ok, on gagne à la fin, mais il n'y avait pas grand-chose à regarder. Donc voilà, moi je suis agacé, je vais continuer bien sûr à suivre le club, à faire les émissions avec vous, mais franchement, je regarde, quand il y a un match, je regarde, mais j'ai plus du tout la même hâte et la même passion qu'il y a encore 1 ou 2 ans, quoi. La preuve qu'on sera toujours là et qu'on a toujours été là dans les bons et dans les moins bons moments. Messieurs, demain, 4 mars, ça fera 4 ans qu'Avantinissa existe. Voilà, donc ces années sont très très vite passées. J'ai perdu le... Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. J'en profite pour faire un joyeux anniversaire et embrasser Brice et Bada, hein, qui ont commencé avec moi cette émission, qu'on espère retrouver dans les prochaines semaines. Hein, ces 2 ministres chauves. Là, du coup, j'arrête pas de leur Oh envoyer non, des pas Brice, messages. hein. Voilà, ça c'est fait, c'est gratuit. Ah non, pas Brice, hein, Jack Marseille revient sur nos talons. Si en plus Brice revient dans l'émission. Bref, non, voilà, je les embrasse très fort. Ils sont toujours là, ils suivent toujours l'OGC Nice, forcément, et Avantinissa, vous vous en doutez. Ils ont juste des vies un peu plus compliquées qu'il y a 4 ans, mais on espère bien les avoir l'un et l'autre d'ici la fin de la saison. Mais voilà, c'était l'occasion. Ça fait 4 ans d'Avantinissa. Je pense qu'on a quand même à peu près tout vécu avec ce club. Beaucoup de mauvais moments, certes, mais aussi quelques bons. Et puis toujours le même plaisir de partager notre passion avec vous, même quand il y a des fois comme aujourd'hui où très clairement on sort du terrain virtuel du podcast en disant on n'a pas fait un bon travail, mais en attendant, je pense que ce match-là et en ce moment cette équipe-là ne mérite pas mieux, tout simplement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Malgré tout, on va retourner à des occupations qu'on va espérer un peu plus saines pour notre esprit et un peu plus productives en attendant de se retrouver la semaine prochaine, week-end prochain, après un match face à Montpellier, où on espère qu'on aura largement retourné notre veste, que l'OGC Nice aura récupéré une place dans le top 3 ou dans le top 4, et puis qu'on renclenche la marche avant, même si là, aujourd'hui, dimanche 3 mars à l'instant T, voilà, on pense qu'on va plutôt se prendre un doublé de Jordan Ferré au TJ Savanier et qu'on n'aura plus qu'à pleurer notre race. D'ici là, tout de même, Issa Nissa. Issa Nissa. C'est ça.